En fait, j'avais un boulot, que j'aimais bien, mais qui avait un peu perdu de son challenge. C'est vrai que quand tu pourrais dire: «Ah ouais, je me suis lancé en freelance et tout ça», j'aime bien prendre des risques et il y avait une partie prise de risque, mais pour moi, il y avait aussi, le côté, bah, je veux pas faire n'importe quoi. En fait, c'est pas Mmh. parce que tu vas verrouiller la personne avec un contrat d'embauche qu'elle va t'être plus fidèle, peut-être d'ailleurs moins. Your attention, please. Qu'est-ce qui fait un bon développeur? Pas les compétences techniques. Enfin, pas seulement les compétences techniques. Un bon développeur ou une bonne développeuse, c'est quelqu'un qui a une compréhension globale de son métier et de l'écosystème dans lequel il gravite, une vision produit et des compétences humaines, tout ça pour lui permettre de faire des choix éclairés au quotidien et de se sentir bien là où il ou elle est. Moi, c'est Donatien, je suis développeur web, et comme vous, je cherche les récits des retours d'expérience inspirants qui feront de nous des développeurs éclairés. Dans Développeur Expérience, je vous emmène donc à la rencontre de développeurs expérimentés et autres leaders de la tech pour qu'ils nous partagent leur histoire, leurs expériences, leurs apprentissages, les bons et moins bons moments sur leur parcours pour nous permettre de monter plus vite en compétences et nous aider à construire notre propre vision. Computer technology. Là, on commence un peu à toucher du doigt l'aspect entrepreneuriat, création de contenu, Mmh. etc. On va y revenir un tout petit peu plus tard. Avant ça, je Mmh. voudrais voir avec toi comment est-ce que ça s'est passé justement ton passage en freelance. Comment est-ce que je vois que t'aimes beaucoup faire des plans, conceptualiser les choses, etc. Donc, Mmh. c'était quoi un petit peu ta vision pour te dire déjà qu'est-ce qui t'a motivé à partir du freelance? J'ai l'impression que tu nous l'as un peu évoqué sur l'aspect pouvoir voir des choses diverses, avoir un petit Mmh. peu plus de latitude sur ton temps. Qu'est-ce qui t'a motivé et comment est-ce que tu as fait justement pour te lancer? Hem, ouais, en fait, j'avais un boulot, à ce moment-là, en fin 2020 qui était, que j'aimais bien, mais qui avait un peu perdu de son challenge. Moi, j'avais commencé à travailler pour cette boîte-là, en 2017-2018, hem, avec un objectif assez clair ambitieux de créer une plateforme de visualisation de données dans l'entreprise avec des visualisations il y avait tout un gros plan, qu'on devait faire et on a travaillé dur pendant quasiment 2 ans et demi pour mettre ça en place et on était arrivé à un moment où, bah, c'était fait. C'est-à-dire que tout était en place, ça fonctionnait bien, ça marchait bien et il y avait un peu la question de, bah, quelle allait être la suite? Qu'est-ce qu'on allait faire après? Quel est le nouveau plan pour de cette partie-là? Et au même moment, ce qui est arrivé quand le projet était fini, bah, c'est le Covid et on s'est tous retrouvés, bah, à devoir travailler de chez soi et à ce moment-là, les entreprises, elles étaient pas forcément dans le délire de faire beaucoup de plans dans le futur. C'était déjà comment on règle les problèmes à l'heure actuelle. On verra demain ce qu'on fait, dans 2 ans. Là, déjà, il faut il faut qu'on réfléchisse à ce qu'on fait à l'heure actuelle. Et en fait, à l'heure actuelle, moi, j'avais pas grand-chose de plus à faire. J'étais déjà arrivé à un moment donné où ce qu'on avait fait, ça marchait bien. Et du coup, bah, on a dit: «Bah, tiens, Tristan, tu pourrais peut-être, nous aider à créer une librairie graphique, pour l'entreprise». Mais il y avait pas forcément de réelle ambition ou de vraiment d'objectif via ça. C'était: «Ah, tu peux faire ça pour t'occuper». Du coup, j'ai parlé avec, ma manager à l'époque, que je remercie beaucoup pour ce qu'elle m'a, pour cette opportunité-là. C'est que, moi, j'étais assez franc. J'ai dit: «Bah, en fait, moi, j'aimerais bien commencer en freelance». Je trouve que je suis arrivé à un moment donné où, bah, finalement, ce qu'on a fait ensemble, on arrive un peu à la fin et j'aimerais bien tester, me challenger, avoir un nouveau challenge qui est un peu créer mon propre truc, créer mon propre business, travailler avec mes clients, avoir un peu ma manière de faire, avoir la liberté de travailler un peu où je veux, quand je veux, ce genre de choses. Et donc j'ai commencé à travailler en mi-temps. Pendant les 6 premiers mois, j'ai travaillé 3 jours pour, l'entreprise et 2 jours pour moi-même. Avec comme vraiment, bah, dans 6 mois, on en reparle. Si tu veux revenir à plein temps, pas de souci, nous, on veut continuer à travailler avec toi. Si tu veux continuer en freelance, bah, ouais, tant mieux pour toi et on serait content de t'aider à faire ça. Donc ça c'est vrai que quand tu pourrais dire: «Ah ouais, je me suis lancé en freelance et tout ça», j'aime bien prendre des risques et il y avait une partie prise de risque, mais pour moi, il y avait aussi, le côté, bah, je veux pas faire n'importe quoi et si je peux travailler si je peux commencer à mi-temps pendant les 6 premiers mois,
c'est smooth, on va dire. C'est une transition tout en douceur vers ce monde-là. Et je pense que l'entreprise était aussi, du coup, quand j'ai commencé en mi-temps, c'était en mai 2020, donc vraiment plein cœur du confinement, des trucs comme ça. Donc je pense qu'ils étaient aussi pas trop, c'était pas un problème de réduire un peu les coûts et d'avoir des gens en mi-temps parce que de toute façon ils savaient pas forcément quoi faire de tous ces gens. Donc plutôt que, donc ouais, je pense que c'était arrivé à un moment donné où c'était je sais pas si c'était le bon moment, mais c'était ce moment-là qui était choisi et cette manière-là. Ok, donc quand Ouais. tu es passé à temps partiel pour eux, Ouais. c'était un temps partiel, mais en CDI. Ouais, c'est ça, en CDI, ouais. Ok, donc c'est Et sur les deux jours à côté. Là, tu as commencé à faire du freelancing, c'est ça? exactement. Ok. 3 jours avec mon employeur, où je continue à travailler avec mon équipe et tout ça. Et le jeudi, vendredi, c'était free. Donc je pouvais faire ce que je voulais. Euh, C'est une super bonne technique ça, parce que souvent quand je parle du freelance avec des devs qui se demandent un peu comment se lancer, qui ont peur justement de faire mhm, si je puis dire, ce saut dans le vide sans savoir ce mhm, qui va arriver derrière, bah, c'est un peu ce que je leur dis, qu'on n'est pas obligé de faire all-in d'un seul coup. exactement. Ouais. Et moi, c'est ce que j'ai fait aussi. J'étais en temps partiel, exactement comme toi, à 3 jours par semaine. Et sur les 2 autres jours, je faisais du freelance. Et c'est ce qui m'a permis de commencer un peu à voir déjà comment c'est le freelance, parce qu'en vérité, c'est pas Mhm, forcément une finalité, c'est pas forcément fait pour tout le monde, c'est une manière de travail à part, qui convient à mhm, certains, qui convient pas à d'autres. Donc déjà pour tester un peu ça de OK, est-ce que devoir gérer mes clients, devoir gérer l'administratif, ça me plaît, etc. Et puis bah, commencer un peu à t'installer aussi, à te faire un petit nom, à t'habituer à chercher des clients, chercher des missions, faire de la prospection, pour ensuite effectivement quitter complètement ton CDI et le salariat, et en fait te détacher un petit peu de ton filet de sécurité qui te retenait jusqu'ici, pour te dire bon bah là voilà, je mets tous mes œufs dans le même panier et je fais du freelance, je passe complètement en freelance. mhm. Mais effectivement, comme tu l'as dit, faire une transition tout en douceur et pas quelque chose de très brut on-off quoi. Ouais, ouais. Pour moi, c'était vraiment une des meilleures stratégies. Surtout que en fait, ça se passait très bien avec mon employeur, donc il y avait pas non plus de friction ou de quoi que ce soit. C'était vraiment et on était enfin et surtout si l'employeur est, je vais dire intelligent, mais ça a rien à voir. On comprend ça, c'est que ça sert à rien de retenir quelqu'un. C'est-à-dire, enfin, on peut dire bah non, on veut pas que tu fasses ça. Bah, qu'est-ce que la personne va finir par faire? C'est soit avoir du ressentiment, se barrer ou arrêter de travailler. Enfin, il y a tellement de manières négatives de finir une relation entre un employeur et un employé que finalement cette transition, bah, ok, si c'est ce que tu veux faire, de toute façon on va pas te faire changer d'avis. Si c'est vraiment ce que tu as envie de faire, bah, on va t'aider à le faire et que tu gardes une bonne image de nous et que on fasse cette transition en douceur. Aide-nous aussi à trouver quelqu'un pour te remplacer durant cette période de temps. Voilà, c'est brutal pour personne, ça, tout le monde y gagne. Et je pense, à part les sociétés peut-être de conseil qui, eux, enfin, ou dans cette stratégie-là, c'est de voir un potentiel concurrent, enfin quelqu'un qui va du coup les concurrencer ou qui a la connaissance du métier ou les clients, ça peut être un peu plus compliqué. Mais ouais, pour moi, dans tous les cas, soit ça arrive en se passant mal, soit ça arrive en se passant bien. Mais ça arrivera. Je pense qu'il y a peu de gens qui ont cette volonté de devenir freelance et que quand l'employeur va dire non, il va dire ah bah d'accord, bah je reste employé. Ça, je vois pas ça. Enfin, donc ouais, autant faire en sorte que ça se passe bien, je pense. Mais merci d'évoquer ce fonctionnement en bonne intelligence, parce que je pense que c'est vraiment essentiel. Moi, pareil, j'ai eu la chance d'avoir un manager et un directeur technique qui était enfin, voilà, qui était humainement intelligent, Mhm, et on a fonctionné effectivement en bonne intelligence, où quand je savais que c'était l'année où j'allais partir en freelance, je les ai prévenus à l'avance en leur disant bah je mhm, sais que cette année je vais partir, donc on peut commencer à envisager voilà ma succession, qui est-ce qui va me remplacer, etc. Et ça fait effectivement que la transition est fluide pour les deux parties, et que ça permet mhm. aussi de rester en de bons termes. Et aussi merci d'évoquer ce que tu disais, le fait que emprisonner les gens, c'est pas la manière de les retenir. Et Ouais. moi je j'essaye alors je vais peut-être pas dire de me battre, tu vois, mais de militer un petit peu pour le fait que le freelancing soit un peu plus accepté dans le dev, parce que
pour des missions très ponctuelles, c'est répandu. Pour tout ce qui est ESN, c'est répandu. Mais sur des startups, des boîtes un peu plus installées, quand tu regardes en fait les job boards, c'est CDI, CDI, CDI. Et quand tu leur demandes pourquoi, les gens savent pas trop, si ce n'est que nous, on veut la ressource en interne. En fait, c'est pas Mhm. parce que tu vas verrouiller la personne avec un contrat d'embauche qu'elle va être plus fidèle. Peut-être d'ailleurs moins, parce que souvent, quand les gens se sentent emprisonnés, ils ont plus envie de partir, alors que s'ils sont libres, Mhm. justement, ça pousse chaque partie à faire en sorte que ça continue à bien se passer pour continuer la collaboration, quoi. Donc, merci d'évoquer ça, parce qu'en vrai, c'est des sujets qui sont vachement importants. Ouais, ouais. Et bah, après, comme dit, le freelance c'est pas aussi fait pour tout le monde. Ça, c'est ce que tu évoquais aussi. Mais je pense que si c'est vraiment la volonté de la personne en son fort intérieur, ouais, il y a rien, il y a rien qui peut vraiment changer ça, on va dire. Je voulais aussi parler un peu avec toi de cet aspect entrepreneuriat. Tu as commencé à nous Mhm. toucher 2 mots tout à l'heure, des divers projets que, tu as montés ou que tu es en train de monter. Est-ce que tu peux nous parler justement des projets sur lesquels tu travailles? Euh, bah, à l'heure actuelle, aujourd'hui, il y a toujours une partie consulting, c'est-à-dire en tant que freelance, en tant enfin plus forcément freelance, mais en tant qu'indépendant maintenant, dans un petit studio où on est deux. Euh, une partie de notre activité, c'est de travailler pour des clients et d'aider les clients. C'est toujours ce qui ramène 95% des revenus dans l'entreprise, mais c'est de notre temps, c'est vendre notre temps à aux clients pour les aider avec leur problématique de visualisation de données. C'est pas quelque chose qu'on va arrêter. J'aime beaucoup ce côté, enfin un peu de challenge permanent, avoir des nouveaux clients assez régulièrement qui ont des nouveaux jeux de données, des nouvelles problématiques, et essayer de répondre à ça et à leur montrer à quel point on peut transformer leurs données dans des choses qui sont cool et intéressantes. Après, dans un point de vue purement business et pour avoir d'autres challenges aussi, il y avait le côté, ben, si maintenant je sais coder et je vois tout ce que je peux faire à côté aussi, je peux moi continuer à travailler en mi-temps, c'est-à-dire 3 jours par semaine pour des clients ou des fois 2 jours par semaine pour des clients, et le reste du temps travailler sur des idées de produits que j'ai pour déjà faciliter notre travail de prime abord. Souvent, ça commence comme ça. Il y a des choses qui sont lentes et répétitives à faire. Et donc, je commence par créer un petit outil qui permet de faire ça plus rapidement. Quand tu vends ton temps pour tes clients, le temps, c'est de l'argent. Donc, plus tu peux être rapide à faire les choses, mieux c'est. Donc, on commence par créer ces petits outils pour nous. Et ensuite, j'essaye de les packager ou en tout cas d'en faire des choses qui peuvent intéresser d'autres personnes qui utilisent l'outil. On parlait d'un outil pour créer des visualisations avancées dans Tableau. Ça, actuellement, c'est un outil que j'ai créé qui est gratuit, que les gens peuvent utiliser vraiment totalement gratuitement. Il y a aucun aspect financier à ça, mais qui nous permet d'avoir énormément de visibilité parce que beaucoup de gens utilisent ces outils quasiment tous les jours. On a une nouvelle personne qui nous tag et dit j'ai utilisé les outils de la DataVis pour faire ce graphique et ça marche. Donc, ça nous donne beaucoup de visibilité. Aussi, actuellement, pour rentrer un tout petit peu de détail, l'outil n'est pas forcément très utilisable dans un domaine professionnel, parce que ce qu'on crée, c'est une visualisation avancée mais statique qui n'est pas connectée aux données. Donc, si les données changent, derrière, la visualisation ne change pas. Il faut recréer, il faut repasser par l'outil. Donc, mais par contre, pour tous les gens qui aiment faire des visualisations publiquement, il y en a beaucoup, c'est un super outil. Donc, les gens utilisent ça. On a aussi créé du coup actuellement deux outils, deux autres petits outils. Un qui permet de, je vais rentrer un tout petit peu de détail aussi, dans Tableau, créer un KPI, donc créer ce chiffre qui est écrit en grand avec l'évolution par rapport à l'année précédente et ainsi de suite. Si on veut le faire bien, c'est plein de petits clics et plein de petits calculs. Ça prend du temps. Et c'est pas forcément quelque chose, il y a aucune intelligence derrière, c'est vraiment juste clic jusqu'à arriver à ce qu'on va faire. Et en fait, et si on veut en faire un, c'est peut-être, ça prend 15 minutes et 20 clics, mais du coup, si on en a 6 à faire, il faut faire ce temps-là et ce nombre de clics fois 6.
Et moi, maintenant qui sais coder, je vois en fait que tout ce que je fais là, je peux je peux l'automatiser. Je peux réussir à créer un outil qui automatise ces actions répétitives. Et du coup, c'est ce que j'ai créé. C'est un petit outil où les gens peuvent mettre leur fichier de tableau dans mon outil, configurer les KPI qu'ils veulent et cliquer sur générer. Et en gros, ça va automatiquement faire toutes ces actions qui devraient être faites manuellement. Ça les fait automatiquement. Et donc ça, c'est un premier outil que les gens qui utilisent Tableau voient directement l'avantage et peuvent acheter et dire ok, bah là, je crois que ça coûte 59 ou $49 actuellement. Enfin, ça fait longtemps que j'ai lancé, je sais plus exactement comment je le vends. Mais en gros, c'est un petit outil tu payes une fois et tu l'as pour toute ta vie. Et en gros, tu peux l'utiliser pour améliorer, pour faire plus rapidement des KPI. Et là, plus récemment, il y a 2 semaines, j'ai lancé un nouvel outil qui permet de convertir des designs Figma en visualisation de tableau. Et ça, c'est aussi voilà, c'est toujours cette stratégie d'essayer de travailler pour nos clients, mais aussi d'avoir des petits outils qui permettent de décorréler notre temps de nos revenus. Et c'était un de mes gros objectifs de 2023, c'était de commencer à avoir au moins un peu de revenus complémentaires qui ne provient pas de mon temps principalement. Et donc, ouais, ça faisait partie de la stratégie. Donc, j'ai d'autres outils en tête pour l'année prochaine. Toujours des petits outils comme ça qui résolvent un problème pour mes clients. Souvent, pour mes clients, pas mes clients, mais qui résolvent un problème pour les gens qui utilisent Tableau. Donc ça part toujours d'un problème qui existe, que j'ai moi-même, que j'identifie. Je me dis, je vais créer une petite solution qui permet de résoudre ce problème-là, et si ça aide d'autres personnes, tant mieux. Merci encore à mon invité pour cette discussion. J'espère que vous en avez appris au moins autant que moi. Je suis d'ailleurs sûr que certains passages de cette discussion vous ont fait songer à d'autres sujets ou même à d'autres personnes. Alors, partagez-leur cet épisode avec un petit message du genre « Hey, j'ai écouté ce podcast et ça m'a fait penser à toi ». Au-delà d'être une de mes petites techniques de réseautage que je vous partage là, comme ça c'est cadeau, c'est aussi une bonne manière de montrer aux gens que vous pensez toujours à eux. Aussi, partagez publiquement cet épisode sur un channel de veille de votre Discord ou du Slack de votre boîte par exemple, parce que c'est en faisant passer ces bonnes idées qu'on améliorera notre développeur experience à tous. C'était Donatien, je vous dis à très vite pour un prochain épisode. Merci d'avoir écouté. Ciao.